Un nouveau président pour l'État d'Israël, Reuven Rivlin, a été élu cet après-midi à la Knesset. Il va donc succéder à Shimon Peres. On en reparle dans une seconde. L'Irak sombre un peu plus dans l'anarchie. Les djihadistes de l'EIL ont pris possession d'une province entière, comprenant la ville de Mossoul, deuxième du pays. L'état d'urgence est décrété par le gouvernement qui appelle les civils à s'armer pour défendre l'intégrité du territoire. Le Brésil dans la tourmente à 2 jours de l'ouverture de la compétition. La FIFA ouvre son congrès ce soir. Remise en cause d'une nouvelle candidature de Sepp Blatter et soupçons de corruption autour de l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et dans le débat du Grand Direct, on va donc revenir sur les conséquences de l'élection de Reuven Rivlin à la tête de l'État d'Israël. Le président, c'est une fonction honorifique, mais dont on sait qu'elle peut aussi avoir un rôle politique. On l'a vu en tout cas avec Shimon Peres. On va en parler avec nos invités. Laurent Siget, bonsoir. Vous êtes membre du Parti travailliste. Et Emmanuel Navod, bonsoir. Bonsoir. Universitaire et membre du comité exécutif du Likoud. Donc les deux principaux partis représentés. Emmanuel Navod, Rivlin est issu du Likoud. Est-ce que pour autant on peut dire que c'est le candidat qui ravit l'ensemble du Likoud, à commencer par le Premier ministre Netanyahou ? C'est un paradoxe dans la mesure où il a obtenu peut-être autant de voix en dehors de son parti qu'au sein de son propre parti. Il n'a pas fait du tout l'unanimité au sein de son propre parti, à commencer par le Premier ministre qui a tout fait pour essayer d'éliminer sa candidature et son élection. Cela a même créé une véritable révolte au sein du Likoud contre le Premier ministre, et on pourra en parler plus tard, mais je pense qu'aujourd'hui le Premier ministre est très affaibli dans son propre parti. Et Reuven Rivlin, en revanche, a reçu le soutien de nombreux membres des partis de l'opposition, dont entre autres l'ancienne chef du Parti travailliste, Shelly Yachimovitch, essentiellement parce que c'est une figure consensuelle qui a des idées effectivement très claires, et je dirais même très arrêtées sur les questions, par exemple, de l'intégrité territoriale d'Israël et sur le conflit israélo-arabe, mais qui a prouvé qu'il est un vrai démocrate et qui a su souvent se battre contre son propre camp politique pour défendre les droits des minorités et les principes de la démocratie. Je crois que c'est ce qui lui a valu un soutien assez large, transversal politiquement. Ouais. Alors, comment vous jugez, vous, cette élection ? Je rejoins tout à fait Emmanuel. Je crois que c'est je voudrais présenter mes condoléances au Premier ministre parce que c'était effectivement une très dure journée pour lui, surtout pour sa femme, qui ont effectivement fait depuis 15 jours tout ce qui était possible et inimaginable afin d'empêcher la réussite de Reuven Rivlin. Moi, si j'avais été député aujourd'hui, je ne le suis pas, mais si j'avais été député, je n'aurais pas voté pour Reuven Rivlin, principalement pour 2 raisons, pour des questions d'opinion au niveau du processus de paix, et aussi pour des questions qui ont à faire avec le judaïsme. Le judaïsme, il a eu des positions très controversées sur le judaïsme libéral et sur le judaïsme conservateur, qui sont les 2 principaux courants aux États-Unis. Il a notamment déclaré lors d'une visite en 2007 dans une synagogue qu'en fait, lorsqu'il est sorti de là, il l'a dit d'ailleurs à Yedioth Ahronot, il a senti qu'en fait, il sortait d'un endroit qui était paganiste, et que le judaïsme libéral, pour lui, c'est une toute nouvelle religion et qui n'a rien à voir avec le judaïsme. Lorsqu'on est président de l'État d'Israël et qu'on sait que les relations privilégiées avec les États-Unis sont importantes et qu'au sein même de la communauté juive aux États-Unis, les libéraux et les conservateurs représentent pratiquement les 2 tiers de la communauté juive, il va falloir qu'il change un peu ce genre de déclaration, évidemment. Ça va être un peu délicat. Puis, par rapport à ses opinions aussi politiques au niveau du processus de paix, il a aussi des prises de position qui sont effectivement très troublantes. En 2009 et en 2012, il a déclaré à maintes reprises qu'il était favorable à un État binational. Nous pourrons en reparler éventuellement avec Emmanuel, mais c'est quelqu'un qui a des prises de position qui Donc sont... pas d'État palestinien pour lui ? Non, il a déclaré en 2009 lors d'un congrès qu'il préférait donner la nationalité israélienne aux Palestiniens plutôt que de séparer ou de couper en 2 ce qu'il appelle Eretz Israël. Ouais. Donc ça va compliquer, à votre avis, ou pas, la donne ? Parce qu'on a vu que Shimon Peres souvent était en contradiction et venait apporter en tout cas la contradiction à Netanyahou, par exemple sur le dossier des négociations avec les Palestiniens. Est-ce que Rivlin, à votre avis, peut jouer un rôle là-dedans aussi, ou est-ce qu'il sera plus effacé que Peres ? Il y a là un paradoxe dans la mesure où la loi fondamentale, la loi constitutionnelle sur le président de l'État définit ses pouvoirs, mais ne dit pas
qu'il n'a pas à s'impliquer dans la politique. C'est plutôt une tradition constitutionnelle israélienne que le président ne doit pas faire de politique. En réalité, beaucoup de présidents se sont immiscés dans la politique, contrairement à cette tradition, à commencer par Shimon Peres, mais certains de ses prédécesseurs également, en particulier Ezer Weizmann. Reuven Rivlin, pour son compte, a dit que lui ne s'impliquera pas en politique. Il a dit effectivement très clairement, oui, effectivement, il s'oppose à la création d'un État palestinien, ce qui, je vous rappelle, est la plateforme électorale du Likoud, que le Premier ministre lui-même ne respecte plus. Mais il a également dit qu'en tant que président de l'État, il ne s'exprimera pas à ce sujet. Et je dirais là-dessus, contrairement à son prédécesseur, à Shimon Peres, qui lui n'a cessé de s'exprimer sur des sujets politiques. On verra tout de même à l'usage, parce qu'entre ce que vous dites au moment où vous êtes élu, afin d'être élu et quand vous êtes élu, ce que vous allez faire au moment où vous allez être rentré en position, on verra s'il tiendra sa promesse. Pour l'instant, je parle uniquement de ses déclarations. On verra effectivement s'il se tiendra ou pas. On verra s'il se tiendra ou pas à cet engagement. Mais il est clair que ses positions, il les a déclarées ouvertement. Il a également dit qu'il ne fera pas de politique. Le temps le jugera. Ouais. Je crois que la principale force de Reuven Rivlin, c'est son intégrité. Ce n'est ni Moshe Katsav, ni Dominique Strauss-Kahn. Il ne met pas de l'argent dans des comptes en Suisse. Il saute pas sur ses secrétaires. Donc, effectivement, je crois qu'il a eu de la chance d'être tombé à une époque aussi avec des candidats en face de lui qui n'étaient pas des candidats extrêmement brillants. C'est-à-dire des candidats politiques qui n'étaient pas très brillants et des candidats qui venaient pas du système politique qui étaient plus brillants, mais qui n'avaient pas d'expérience politique. Et finalement, on a vu qu'il faut tout de même, pour être président, pour être élu président dans le système actuel, il faut avoir une expérience politique bien claire, quoi. On a vu, il faut quand même dire un petit mot sur Meir Shitrik, qui a réussi à faire 53 votes en face de Reuven Rivlin. C'est beaucoup plus que le Parti travailliste. Hein. Le Parti travailliste n'a pas eu de candidat déclaré, puisque le candidat déclaré s'est désisté il y a 2 jours pour raison de corruption. Et je suis d'ailleurs très fier à ce point de vue-là que le parti n'a pas mené un double langage. Il a été très clair. En 24 heures après la parution des suspicions envers Ben Eliezer, on lui a fait comprendre que ce n'était pas la peine de présenter sa candidature. Donc là-dessus, le parti a été très clair et c'est tout à son honneur. Et je pense que Meir Shitrit a fait un très très beau fight. Meir Shitrit était le dernier dans les sondages. Jusqu'à il y a 2 jours, il était 4e. Il est arrivé à 10 voix de différence, et je crois que c'est bien parce que aussi ça a permis aussi de voir un peu quelle était la division au sein de la Knesset. Je crois que pour Netanyahou, c'est vraiment une claque politique. Ouais. Est-ce qu'à votre avis, il va remettre en cause maintenant, parce qu'il avait laissé entendre que peut-être il remettrait en cause la fonction présidentielle une fois l'élection passée, peut-être? Est-ce qu'il va encore remettre ça sur le tapis aujourd'hui ou pas, Netanyahou? Il n'a plus du tout la base politique dans son parti. Il faut comprendre que Netanyahou aujourd'hui est en fin de course politique au sein de son propre parti. La victoire de Reuven Rivlin, ça n'est pas seulement une victoire contre Netanyahou, cela montre que Netanyahou n'a plus le contrôle de son parti. C'est également une victoire politique pour Gideon Sa'ar, qui aujourd'hui presque ouvertement se présente comme candidat à la succession de Netanyahou, qui s'est opposé ouvertement aux tentatives de Netanyahou de repousser les élections présidentielles et de remettre en cause la fonction elle-même. La plupart des commentateurs politiques aujourd'hui en Israël sont d'accord sur le fait que Netanyahou est très affaibli politiquement, que bien entendu il ne pourra pas remettre encore une fois en cause la fonction présidentielle, qu'il avait remise en cause pour des questions purement politiciennes, parce qu'il ne voulait pas de Reuven Rivlin. Parce que sa femme ne le voulait pas, parce qu'on avons un problème avec le couple. Et sa femme également, ce qui a fait également créer une crise également politique au sein du Likoud, dans la mesure où Reuven Rivlin est populaire, très populaire même au sein du Likoud, et que les membres du Likoud ne comprenaient pas pourquoi le Premier ministre et son épouse faisaient cette vendetta contre Reuven Rivlin, contre les positions de son parti lui-même. Donc non, Netanyahou ne remettra pas en cause la fonction présidentielle. Il a perdu sa manche face à Reuven Rivlin et il est affaibli au sein de son propre parti. Qu'est-ce qu'on peut dire d'ailleurs du climat qui a entouré cette campagne? Vous avez parlé tout à l'heure des tribulations de Ben Eliezer, vous parliez des relations entre Sarah Netanyahou et Rivlin. C'était pénible, c'était très pénible cette élection, c'était vraiment en dessous de tout. Je veux dire, c'était l'élection la plus médiocre à laquelle nous avons assisté. Moi, je me souviens quand même, je suis 20 ans en Israël, on a déjà eu des élections, on a eu des choses qui étaient étonnantes. L'élection de Moshe Katsav face à Shimon Peres, c'était aussi une chose étonnante. Enfin, ça restait encore dans le domaine du correct. Ici, on est vraiment allé entre une plainte contre Sylvane Shalom d'il y a 17 ans, dont on ne sait pas d'où elle venait. Enfin, on sait qu'elle vient probablement du bureau du Premier ministre, qui a tout fait pour aussi... Donc il y a quelqu'un qui tirait les ficelles, selon vous, de toute façon, Ben Eliezer, ça fait 1 an, on a quand même publié sur la 10e chaîne, que ça fait 1 an que la police sait qu'il a un compte dans une banque avec de l'argent
On a attendu 3 jours avant l'élection pour le faire sortir. Donc je veux dire, on aurait pu lui demander ça il y a 1 an, il y a 6 mois, il y a 9 mois, il y a 1 semaine, il y a 15 jours. Ils ont attendu. Donc il y a quand même le problème aussi. De toute façon, la corruption aujourd'hui, le crime ne paye pas en Israël. Parce que vous pouvez être Premier ministre, Président, ministre des Finances, vous finissez en tôle. Ça, il faut le dire. C'est par rapport si vous prenez ça par rapport à la France, avec les histoires qu'il y avait à la mairie de Paris à l'époque de Chirac, ou en Italie, l'UMP a rendu l'argent, on a dit il n'est pas très bien, il se sent pas très bien, il a mal au cœur, il est un peu vieux, on l'a laissé. En Israël, le président, il a filé en tôle, le Premier ministre, il va le rejoindre. Bientôt, le grand rabbin Ashkenaz, qui a mis la moitié des dons qu'il a reçus d'Angleterre dans sa poche, bon, ça va être sympathique, quoi. Je veux dire, mais le crime ne paye pas. Ça, au niveau politique, je crois que maintenant, ce qui est bien, vu les derniers événements, c'est que maintenant, je crois quand même que les hommes politiques commencent à comprendre que quelque chose a changé. Il ne suffit plus d'être l'ami d'un milliardaire, de telle ou telle personne, pour recevoir des petits prêts en cash, en dollars, dans des banques. Là, je crois que si vous voulez vraiment maintenant mener une vie politique de longue durée, il va falloir quand même mettre de l'ordre chez vous. Mais moi, je ne suis pas non plus pour le fait qu'on publie combien vous avez sur votre compte. Je crois qu'on peut faire simplement une commission avec 3 juges qui vérifieraient de façon tout à fait approfondie les biens qu'ont les hommes politiques, sans que forcément ce soit publié sur des sites internet. Je crois pas que même un homme politique a droit à une vie privée, mais il faut qu'elle soit saine. Ouais. Ça, c'est la base aujourd'hui pour la démocratie. Là-dessus ? Oui, non, je pense qu'il y a aujourd'hui, il y a eu des changements effectivement dans la politique israélienne, dans la mesure où ce qui était considéré comme acceptable il y a 30 ou 40 ans, aujourd'hui c'est très clair que cela ne passe plus, et heureusement que cela ne passe plus. Et que personne n'est au-dessus de la loi, et que cette façon, pour certains hommes politiques, effectivement, de vivre de dons, de prêts de milliardaires et de gens qui les soutiennent, c'est terminé. Et heureusement. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse. Les hommes politiques ont droit aussi à leur vie privée, et on peut être intègre sans avoir à dévoiler tous ces biens personnels. Donc il est possible qu'on soit allé un peu à l'autre extrême également, mais je pense qu'effectivement, il est important que les hommes politiques ou politiques potentiels sachent aujourd'hui, je crois qu'ils ont fini par le comprendre, que la corruption ne paye pas. Ouais. Alors un mot sur les conséquences politiques. On parlait donc de Netanyahou isolé, en tout cas une claque aujourd'hui pour lui, puisque ce n'était pas son candidat du tout, même s'il l'avait investi. Ça aura d'autres conséquences ou pas? Parce qu'en ce moment c'est très agité, on voit bien que le gouvernement... Je ne suis pas certain que ce gouvernement, vu l'état actuel des choses, finisse jusqu'en 2010, jusqu'en 2017, parce qu'il se passe aussi à l'intérieur de la droite même, il y a des changements. Il y a Lieberman qui est en train de se centriser d'une façon excessive. Aujourd'hui, il essaie vraiment. Bientôt, Lieberman, ça va être la colombe de la droite, quoi. Vous voyez, aujourd'hui, il est de plus en plus au centre. Et Yair Lapid commence à sentir que le vent commence à tourner. Donc, il essaie de dire aussi que si on veut annexer. Et il y a une radicalisation à l'extrême droite. Donc, la radicalisation à l'extrême droite entre Bennett, Uri Ariel et l'extrême droite des colons. Et d'un autre côté, Yair Lapid et Lieberman. Moi, je suis convaincu qu'aux prochaines élections, Lieberman, il va se présenter tout seul. Il ne va plus aller avec le Likoud. De toute façon, ça n'est pas, tout le monde le sait. Je veux dire, le fait que l'alliance entre le Likoud et Israël Beiteinu est terminée, c'est une chose publique. Tout le monde le sait. Cette alliance est terminée. Le Likoud l'a désapprouvé. Donc, de toutes les manières, il ira aux prochaines élections sans cette alliance avec le Likoud qui avait été agréée aux précédentes élections de 2013. Il ne va pas forcément être non plus, ses voix ne seront pas forcément comptables automatiquement pour la droite. Si aujourd'hui, à mon avis, parce que les dernières élections, c'était quand même 61-59. C'était pas 70-50 comme il y a 8 ans. Donc, je veux dire, l'écart entre le centre, le gauche et la droite, c'est fort resserré. Et je pense que dans une certaine constellation, il n'est pas impossible de voir Lieberman tout à fait... se présenter comme une droite pragmatique en disant qu'il a encore déclaré il y a 2 jours dans les Yedioth Ahronoth que en fait l'annexion des territoires c'était ce qu'il voulait, mais c'est pas réalisable. Bon, et Pérez, à votre avis, il arrête après là? Non, j'en doute, le connaissant, j'en doute. Mais je pense qu'en dépit de son âge de 91 ans, il continuera d'utiliser sa notoriété internationale et ses contacts pour faire entendre parler de lui. Heureusement qu'après la présidence, il n'aura plus le pouvoir de porter atteinte, comme il l'a fait pendant sa présidence, aux décisions du gouvernement. Il a été révélé récemment, par exemple, qu'il a fait usage de son influence, de ses contacts,
pour empêcher la prise de position, de décision du Premier ministre et de son ministre de la Défense à l'époque, Ehud Barak, de mener une opération militaire contre l'Iran. Quelle que soit la position de tout un chacun sur ce dossier, ça n'était pas son rôle de faire cela. Il a passé outre ses pouvoirs, c'est grave, et au moins, lorsqu'il ne sera plus président, sa capacité à nuire, je l'espère, sera moindre. Ça, j'en suis pas convaincu. Moi, je crois qu'effectivement, il va avoir beaucoup plus il va être beaucoup plus libre, et en étant plus libre, il va se permettre beaucoup plus de choses. Je ne suis pas convaincu pour le gouvernement actuel qu'un Shimon Peres à l'extérieur, ce soit plus facile à gérer qu'un Shimon Peres président de l'État. Merci Laurent Siget, merci Emmanuel Navon. On lui posera la question puisqu'il sera ici jeudi. Il sera l'invité exceptionnel d'i24 News pour une interview exclusive. Voilà, dans un instant, l'invité du Grand Direct. On parlera des prisons.